Sucré, salé, acide et amer, ce sont les 4 saveurs, on est d'accord? Cette vidéo commence très fort. Mais il y en a aussi une 5e que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, c'est l'umami. En français, on pourrait traduire ça par savoureux. En fait, le japonais et le français, c'est toutes les deux des langues très riches, mais c'est un peu comme Pokémon rouge et bleu. Je veux dire, il y a des mots qu'ils ont et qu'on n'a pas, et vice-versa. Par exemple, si on regarde sur cette canette, on voit écrit Karakuchi. Alors c'est pas non plus une 6e saveur, faut arrêter à un moment, mais c'est un mot qui est souvent utilisé par les japonais pour décrire ce petit goût sec et frais qu'on retrouve notamment avec des alcools de riz comme le saké ou les bières de riz. En fait, si vous voulez, Karakuchi c'est le mot qui est utilisé pour définir le style de bière qui domine complètement le Japon. Les bières dry. Ouais, les bières sèches. Ouais, je sais, c'est bizarre de dire qu'un liquide est sec, mais bon, c'est comme ça. Reculez, c'est beau ici. Elles ont été inventées à la fin des années 80 et si je vous en parle maintenant, c'est parce qu'il y a un avant et un après. Un avant, quand les Américains présentaient de la bière au shogun et qu'elle était reçue comme de la pisse de cheval amère. C'est écrit comme ça dans les archives. Et il y a eu un après. Dans cette vidéo, après la Thaïlande et le Vietnam, je vous ramène dans le pays qui, à mon avis, avait le plus haut potentiel en termes de dinguerie en ce qui concerne la bière. Et je crois que je me suis pas trompé. Alors, bienvenue au Japon. Une bière pour chien? Les Japonais ont mieux. La bière pour enfants? De la chirurgie esthétique? Les Japonais ont mieux, la bière au collagène. L'aloe vera, les Japonais en ont rien à foutre. Le gouvernement les encourage à boire de l'alcool. D'accord. Ok, le Japon, c'est le pays des traditions, mais aussi des robots, du futur et du what the fuck en général. Alors je vous préviens, j'ai essayé de faire un épisode structuré, mais à tout moment, ça peut partir en camoulox. Faisons comme ça. Par exemple, Sapporo, l'une des 4 grandes brasseries industrielles du Japon, ils se sont mis à faire des jeans avec des résidus de brassage. Ils se sont associés à Shima Denim Works, qui a utilisé les drèches ou les restes de feuilles de tige du houblon pour faire du washi, une sorte de papier traditionnel japonais qui va ensuite devenir du denim et des jeans. Il y a aussi une brasserie à Osaka, la Derailleur Brewwork, qui est associée avec Digital Blast, une entreprise spatiale qui a créé un générateur de microgravité. Ah, je vous ai prévenu. Le truc s'appelle Amaz et il va être installé dans l'ISS l'année prochaine, en 2024. Et c'est là que vous me demandez, mais oui, mais j'y vais. C'est quoi le rapport avec la bière? Vu que la bière et les boissons fermentées en général, c'est quelque chose qui a plus ou moins lancé notre civilisation, qui est simple à faire et safe à boire, ils se sont dit qu'ils allaient faire des tests pour voir si on peut embrasser dans l'espace, par extension, pourquoi pas, sur d'autres planètes. Ce qui peut être super pratique sur de longs trajets comme Montpellier-Bordeaux ou en l'occurrence, pour aller coloniser Mars. Ça a l'air bête comme ça, je sais, mais en vrai c'est super sérieux et niveau survie, ça a un potentiel de ouf. Ça te dirait pas d'aller boire une bière dans l'espace, toi? On bat les couilles, frère. Ah non, mais la bière au Japon, c'est incroyable. Et à l'opposé, il y a des trucs complètement useless ou débiles. Des poignées pour canettes, des générateurs de mousse, des refroidisseurs express. Il y a même une machine qui ajoute de la mousse surgelée à la bière ou açaï qui a créé le fameux Tornado Dispenser. Une machine qui remplit votre verre par le bas. Dans tous les matchs, vous avez ce qu'on appelle des uriko, l'équivalent des désoiffeurs. Ce sont des jeunes filles, très importantes et respectées, qui se trimballent une vingtaine de kilos de bière sur le dos pour vous éviter d'avoir à lever votre gros cul. Et encore, je vous parle pas des robots serveurs. On dirait pas comme ça, loin depuis chez nous, parce que quand on entend Japon, forcément, immédiatement, on pense plutôt au saké, comme ils le font dans la brasserie qui est juste à côté. Mais en vrai, le Japon entretient une très grande histoire d'amour avec la bière. En fait, c'est même la boisson alcoolisée la plus consommée ici, loin devant le whisky, le vin ou même le saké. Vous me direz, en même temps, j'y vais, c'est normal, personne s'envoie des pintes de saké en sortant du boulot. Oui, je sais, mais le Japon est quand même dans le top 10 mondial en conso de bière. Forcément, quand on les voit sortir des bars à 4 pattes avec la cravate sur le front, c'est pas si surprenant. Mais quand on sait qu'ils tiennent génétiquement moins bien l'alcool, ça reste assez paradoxal. Je suis pas en train de dire que les Chinois sont des petites tapettes qui tiennent pas l'alcool, mais bon, c'est scientifiquement prouvé. Ou alors c'est culturel, par exemple avec le nomikai, leur gros apéro professionnel. Meilleure excuse pour picoler. Mais bon, avant de voir jusqu'où ils ont réussi à arriver avec la bière, ce serait peut-être bien de voir d'où c'est parti.
Qu'on soit bien clair, les Japonais ne brassaient pas de bière, ils ne faisaient pas de bière avant qu'on leur fasse découvrir. Ils faisaient du saké, du nihonshu, de l'alcool de riz. Les premiers à être vraiment entrés en contact avec eux, c'est les Portugais, à la moitié du 16e. C'est notamment pour ça que vous avez aussi des pastéis de nata au Japon. Eux, ils étaient plutôt branchés sur le vin et sur le christianisme. Mais quand ils mélangeaient les deux, ils devenaient un peu relous, ce qui a gentiment agacé les Japonais, et c'est ce qui les a propulsés en fait dans l'ère d'Edo. L'ère d'Edo, c'était dirigé par le shogunat Tokugawa, qui avait mis en place un truc qui s'appelle le sakoku. Aussi appelé la technique de la moule. C'est une politique isolationniste pour se protéger des étrangers qui venaient un peu trop leur parler de christianisme et qui voulaient complètement changer leurs habitudes. Cette sorte de bulle protectrice, ça les a préservés de plein de choses, dont la bière. Mais ils se sont bien rattrapés ensuite. Vous inquiétez pas. À cette époque, les seuls qui sont encore autorisés à venir leur faire coucou, c'est les Hollandais de la West India Company. C'était assez strict. Vous et votre bateau, là, vous restez au port de Nagasaki, point barre. Et le premier qu'on chope avec un truc religieux, on le défonce. Et ben ce seront eux, les premiers à leur faire découvrir la bière et ses propriétés digestives que seuls les plus curieux ou les plus riches pouvaient s'offrir. En fait, un peu comme les Grecs l'ont fait quand ils ont découvert ce qu'ils appelaient le vin d'orge des Égyptiens, et ben les Japonais l'ont fait avec ce qu'ils appelaient le saké d'orge. Un truc qui se prononce biru et qu'on boit en faisant chin-chin. D'ailleurs, j'en profite, justement. Trigger warning, ne dites surtout pas chin-chin au moment de trinquer parce que phonétiquement, en fait, ça ressemble à un autre mot en japonais qui désigne vulgairement la bite. De toute façon, chin-chin, plus personne dit ça aujourd'hui, non? On va accélérer un peu, on arrive au 19e, en plein dans l'ère Meiji. Vous avez les Américains qui veulent être copains avec le Japon. Ça prendra un peu de temps, mais ils finiront par signer un traité d'amitié. Les forceurs. C'était en 1854, très exactement, et pour fêter ça, lors de la célébration, eh ben les Américains ont ramené avec eux trois choses pour épater la galerie, pour montrer ce qu'ils savaient faire. Un télégraphe, une locomotive à vapeur et des tonneaux de bière dont ils étaient apparemment aussi fiers que de leur locomotive. Alors en ce qui concerne la bière, les avis sont assez divergents. Il y en a qui appelaient ça de la Magic Water et d'autres plutôt de la pisse de cheval amer. Alors les archives ne précisent pas l'avis du shogun, mais je donnerais cher pour remonter le temps et voir sa tronche. Le sakoku, l'isolement, c'est bel et bien fini. Le Japon s'ouvre un peu plus sur le monde et fait des échanges, notamment avec les Hollandais et les Allemands. Ces gars-là sont à la bière ce que les gobelins sont à la finance dans Harry Potter, donc vous voyez le truc arriver. Tous les nouveaux arrivants sont gentiment invités par le gouvernement à aller s'installer s'entasser à Yokohama, juste en dessous de Tokyo. Ça va créer une sorte de ville communautaire avec plein d'étrangers qui peuvent pas vivre sans bière. Et ils vont se mettre à en faire comme à la maison. La toute première brasserie là-bas, on la doit apparemment à un certain Rosenfeld. Mais celle qui va vraiment lancer la bière au Japon, ce sera la Spring Valley Brewing de Williams Copeland, qui lui arrivera à Yokohama en 1869. Et c'est aussi à cette période-là qu'apparaissent les tout premiers bars qui servent de la bière au Japon. Là, par exemple, on est dans le quartier d'Asakusa, à Tokyo, juste à côté de la Porte du Tonnerre, qui est 100 mètres plus loin, devant le Kamiya Bar. C'est un bar qui a été créé par un brasseur en 1880, Kamiya Densei, et c'est l'un des tout premiers bars à servir de la bière. Et petit fun fact, ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, ce bar, il est juste en face du siège social d'Asahi, représenté par cette espèce de petit nuage doré en forme de crotte sur son toit. Bon, là, on voit pas super bien avec les lampadaires et tout, mais elle est juste là. Le caca, c'est délicieux. Ces brasseries qui se montent là, ça passe pas inaperçu et ça lance un mouvement que vont suivre d'anciennes distilleries comme Konishi. Eux, ils faisaient du saké à Itami depuis 1550 et puis ils se sont dit, ben, nous aussi on va faire de la bière. Bref, tout le monde s'y met et même si les expats préféraient boire de la bière importée depuis chez eux, même si c'était un peu plus cher, et ben en fait ça va motiver les Japonais à bosser dur pour imiter ces bières à la perfection. D'où la grosse influence hollando-germanique sur les bières japonaises. Donc la première brasserie qui va tenir, c'est celle de William Copeland, la Spring Valley Brewery. Et vous savez quoi? Bah vous la connaissez déjà, et ouais, c'est Kirin, l'une des 4 plus grandes brasseries du Japon. On la reconnaît à son logo, un Kirin justement, une créature mythologique porte-bonheur, sauf que là, sur leur logo, on dirait qu'elle est bien, et très bien. Elle sera suivie rapidement par Sapporo en 1876 à Hokkaido, Asahi en 1889 à Osaka, Suntory en 1899 à Osaka aussi, et la petite dernière, Orion, beaucoup plus tard, en 1957 à Okinawa. Je vais pas vous mentir, l'histoire de ces brasseries est complètement dingue. Des samouraïs, des tremblements de terre, à un moment ils avaient même plus assez de chevaux à cause des réquisitions d'efforts de guerre, ils pouvaient même plus faire passer le malt par-dessus les collines pour les ramener à leur brasserie. Mais si je vous raconte tout ça aujourd'hui, on en a pour 8 jours, donc je vous garde ça pour une prochaine vidéo. Dites-vous juste qu'aujourd'hui encore, ces 4 colosses là, ils représentent 98% de toute la bière au Japon. 39% pour Asahi, 31% pour Kirin, 16% pour Suntory et 12% pour Sapporo. Ouais,
Et 1% pour Orion. Allez. C'est beaucoup, et c'est pas les seuls à en profiter, vous allez voir. On est toujours au 19e et ces 4 grands groupes, on va pas compter Orion, hein, et bah du coup ce seront les seuls à survivre. Et pourquoi? Bah pour 2 raisons nulles. Des quantités minimales imposées impossibles à atteindre, et des taxes dégueulasses. Même plus précisément, une taxe au cocu. Les taxes, elles servaient à financer pas mal de petites choses comme des opérations militaires russo-japonaises de 1904-1905. Et si vous saviez toutes les guerres que la bière a financées, toutes les troupes qu'elle a motivées, mais pas de digression. Donc il restait que les 4 plus grosses. Et écoutez bien, à elles seules, elles représentaient 1/6 de toutes les recettes fiscales du pays. 1/6. C'est pas dégueulasse. Aujourd'hui encore, au Japon, les taxes sur la bière sont parmi les plus élevées du monde. Et en fait, elles sont tellement énormes que les Japonais, au bout d'un moment, ça les a un peu fait chier. Et du coup, ils vont créer des styles de bière à cause de ces taxes. Donc oui, les taxes japonaises ont été à l'initiation de la création de nouveaux styles. On va y revenir un petit peu plus tard. Le problème, enfin, si on peut appeler ça un problème, on va dire que pour le gouvernement c'en est un, c'est que la consommation d'alcool et donc de bière des Japonais a beaucoup baissé. Non, c'est... Ah si, je vous assure, on dirait pas comme ça, je sais, mais c'est vrai. Moins de bière dans le gosier, ça veut aussi dire moins de thunes dans les caisses pour le gouvernement. Alors en 2022, l'Agence nationale des impôts a trouvé La solution. Viva Sake, une campagne d'incitation à la picole. À l'étranger toujours, cette drôle de campagne de communication au Japon, campagne visant à inciter à la consommation d'alcool. Sake Viva, c'est son nom, le but c'est de pousser les 20-39 ans à rendre l'alcool à nouveau populaire. Les Japonais boivent beaucoup moins après les différents confinements. Ça pose un réel problème à l'économie du pays. Ouais, le gouvernement a lancé une campagne pour inciter les Japonais à boire de l'alcool. Et encore, je vous ai pas parlé des bières pour enfants. Mais d'abord, on finit l'histoire. Donc tout au long du 19e, c'est triste, mais les petites brasseries ont toutes crevé. Il ne reste plus que les grosses, qui finalement font un peu toute la même chose, ce qui n'est pas très étonnant, hein, vu que toutes ces grosses brasseries ont été lancées par des Hollandais ou des Allemands. C'est une époque où les brasseries mettaient vraiment le paquet pour promouvoir la bière. Et par exemple, Magoshi, le président de Nippon Beer, il visait 4 classes bien précises. Les geishas et les acteurs pour obtenir une certaine reconnaissance et mise en avant de leurs produits, notamment par le bouche à oreille. Et puis aussi les médecins et les universitaires pour légitimer les bienfaits de la bière sur la santé et aider à la vendre. Les salaires montent, les goûts changent, la bière coule, et ils vont même profiter de la prohibition aux États-Unis pour leur racheter à balles de matos. Bref, tout se passe très bien. Et puis soudain, la Seconde Guerre mondiale, ça va un peu compliquer les choses. Comme il y a moins de main-d'œuvre qui est disponible pour l'agriculture, il y a aussi moins de riz, ou alors il est de moins bonne qualité, donc il est rationné, et en fait tout ça, ça fait que la production de saké, elle va diminuer. Et en parallèle, la production de bière, elle est maintenue, mais maintenue dans des conditions un peu cheloues. Et écoutez bien, parce que ça a un côté un peu dystopie communiste. Le ministère des Finances, carrément, va créer la Japan Beer Association. Ah, ça sonne super bien, mais écoutez la suite, parce qu'en fait, ils vont unifier toutes les bières de toutes les brasseries sous une seule marque unique, dans une bouteille unique, gérée par le gouvernement. Sur l'étiquette, il y a juste marqué Bakushu pour bière, avec le nom des brasseries qu'il a fabriquées et 3 déclinaisons de couleurs pour les 3 seules utilisations autorisées, c'est-à-dire domestique, professionnelle ou ration spéciale. Ça a duré jusqu'en 1948 où premièrement les brasseries ont pu retrouver leur véritable identité et surtout relancer leur vraie marque. Par contre, ils n'auront pas retrouvé les statuts des fondateurs des brasseries qui ont été réquisitionnés et fondus pour l'effort de guerre. L'après-guerre, c'était pas une période fun, ni pour le Japon, ni pour la bière. Il y a des pénuries de partout, les brasseries se sont faites défoncer par les bombardements et pire, on sacrifie des houblonnières pour cultiver de la bouffe à la place. Quel enfer! Et je vous parle pas des bières réservées aux Américains sur place, après la capitulation. En fait, les brasseurs, ils vont être forcés d'utiliser de moins en moins d'ingrédients et petit à petit, leurs bières vont être moins goûtues, moins houblonnées, moins denses. Et l'air de rien, à la longue, ça va complètement modifier les habitudes de consommation. Bah oui, les Japonais vont s'habituer à des bières standards, toujours brassées par les 4 mêmes monstres, parce qu'en 50 ans, le gouvernement n'autorisera pas plus de 3 nouvelles créations de brasseries, dont la Petite Orion fait partie. Donc là, on est dans la Hopi Street. La Hopi Street, elle s'appelle comme ça parce qu'il y a beaucoup de bars et d'izakaya qui servent de la Hopi Beer. Et en fait, c'est une boisson qui faisait, après la Seconde Guerre mondiale, très light, très cheap parce que le Japon était pauvre. Et du coup, ils mettaient juste du houblon pour que ça rappelle le goût de la bière. Du coup, maintenant, comme ça reste une boisson quasi sans alcool, ils rajoutent de la vodka japonaise ou d'autres spiritueux un peu plus forts
pour quand même se bourrer la gueule. Bon, la Hopi Street, c'est quand même devenu un endroit très très touristique, mais j'ai réussi à trouver un petit boui-boui où il n'y a pas beaucoup de place, mais où ils servent la Hopi Beer. Donc la Hopi Beer, c'est cette bière-là, sans alcool, qui vous servent en fait avec cette espèce de boisson alcoolisée. Et le but, ça va être de mélanger les deux pour créer un cocktail de bière alcoolisée. C'est comme ça que ça marche. En fait, c'est pas mauvais. C'est comme si c'était un résidu de bière légèrement houblonné, très flotteux en fait. Maintenant, on va voir ce que ça donne quand on mélange les deux. On va dire que c'est très light en bière. C'est pas très bon, mais je pense que c'est efficace. Et on retrouve surtout ce petit côté dry des bières japonaises. C'est agréable, ça passe bien. Apparemment, on n'en voit pas qu'une ici. Kanpai. Bon bah finalement, vu que les Japonais sont très friendly, j'en ai pas bu qu'une de Hopi Beer et ça passe bien. Comme les brasseries ont des accords de non-concurrence par les prix, il va falloir qu'elles trouvent autre chose pour se faire remarquer et sortir leur épingle du jeu. Du coup, ça va passer notamment par des affiches et des pubs à la radio, à la télé aussi, même au cinéma. Mais ce qui va vraiment tout changer, le move qui va casser le game de la bière au Japon, il va venir d'Asahi et c'est l'invention de la Super Dry. Jusqu'aux années 80, les 4 grands groupes se tirent la bourre pour récupérer un max de parts de marché. C'est Kirin qui domine complètement, même avec leur pub molle là, Together avec Stallone qui court vite mais au ralenti, je sais pas ce qu'ils leur ont pris au marketing. Ils sont suivis par Sapporo, Asahi et un peu à la traîne Suntory. Et oui, on ne les oublie pas, Orion, allez, on les inclut aussi. Et puis il y a eu 1987. La société japonaise continue sa transformation jusqu'à devenir l'une des 10 plus grandes puissances économiques mondiales. Et du coup, les Japonais deviennent de plus en plus citadins, leur pouvoir d'achat augmente et leur façon de consommer va évoluer, avec un régime alimentaire plus varié et plus riche par exemple. Chez Asahi, ce changement, ils le sentent arriver, ils se disent il faut qu'on sorte une nouvelle bière, quelque chose qui va accompagner cette transformation. Alors ils font des réunions. Et ils testent des recettes, ils se grattent la tête, ils se tapent le menton et après une étude pour mieux comprendre ce que veulent vraiment boire les Japonais. 3 choses vont sortir. Un truc avec du goût, un truc rafraîchissant, un truc pétillant et bim, la Super Dry d'Asahi était née. Et clairement, comme je vous le disais au tout début, il y a un avant et un après. C'est une bière qu'ils définissent comme ayant un goût tranché et rafraîchissant, semblable au Pils du nord de l'Allemagne, mais sans ce côté maltais un peu lourd pour les concurrentes. Et bien sûr une finale sèche, d'où le nom dry, qui veut dire sec en anglais. Et je crois que j'aurais jamais bu une bière aussi près de la source. D'ailleurs c'est bizarre de l'avoir appelé Super Dry, puisque les Japonais sont presque aussi mauvais que nous en anglais. Et si on regarde bien, tout en haut, il y a aussi marqué Karakuchi. Vous savez, c'est cette saveur dont je vous parlais tout à l'heure, qui est difficile à traduire, mais caractérisée par un goût sec et frais. Donc comme je disais il y a 30 secondes, l'idée à l'origine de cette bière, c'était d'accompagner l'évolution des goûts et des produits que consomment les Japonais. Et c'est méga réussi, puisqu'on a une bière ultra rafraîchissante, conçue pour accompagner un repas avec une finale fine et sèche. Coup critique, succès instantané, et grâce à elle, Asahi va doubler Sapporo, détrôner Kirin et devenir le leader de la bière au pays du soleil levant. Évidemment, leurs concurrents, ils sont pas restés le cul posé là comme ça à les regarder éclater les scores de vente. Chez Kirin, inutile de vous dire qu'ils sont pas très contents et ils contre-attaquent dès 88 avec la Kirin Dry. Ils ont même fait une pub avec Gene Hackman. Ils relâchent pas la pression. Ta gueule, ferme ta gueule. Dès le mois d'avril, ils lancent la Kirin Malt Dry, puis la Ichiban Shibori en 90, mais la Super Dry reste indétrônable. En fait, c'est même plus qu'un flop parce qu'ils vont carrément prendre des bouts de part de marché, à leur propre Kirin Lager. Chez Sapporo, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils lancent la Sapporo. La Sapporo Dry, bah oui, ils sont pas allés chercher plus loin, mais pareil, c'est pas un gros succès, et la Super Dry reste au top du top. Mais pas Suntory, eux, ils voient leur concurrence manger des murs, alors ils changent de stratégie. Ils lancent une campagne de pub littéralement intitulée « I don't do dry » avant de lancer leur Suntory Dry. Oui, c'est une stratégie. J'ai pas dit que c'était la bonne, mais c'est ce qu'ils ont fait. Elle s'appelait la Suntory 5.5 parce qu'elle était à 5,5 degrés au lieu des 5 degrés de la Super Dry. Et 0,5 degrés, ben figurez-vous que ça suffit pour justifier que la bière est plus forte. Alors ils ont fait une pub avec Mike Tyson. Bilan, flop. Donc Asahi, là, ils ont lancé la guerre des dry et ils l'ont gagnée. Mais ça va bien au-delà de cette histoire de concurrence. En fait, la Super Dry, elle a complètement changé le marché de la bière au Japon. Maintenant, c'est la bière la plus bue par les Japonais et elle a permis à Asahi de passer premier producteur de bière au Japon. Et avec tout ce pognon qu'ils ont depuis le temps, ils sont même partis dans la pharma et tout.
Mais on y reviendra dans la vidéo dédiée spéciale sur les brasseries japonaises. Et depuis 2022, pour la première fois en 35 ans, ils ont aussi légèrement modifié la recette de leur bière de base pour suivre les évolutions du goût et du marché de la bière. En gros, ils vont aller chercher un peu plus de goût et un corps légèrement plus dense, toujours avec ce finish sec, puisqu'on reste sur une dry, et avec ce fameux goût karakuchi. Ça fait que cette canette-là, on peut la trouver absolument partout, mais au Japon, on peut aussi en trouver une légèrement différente avec la nouvelle recette. D'ailleurs, quand vous prenez une açaï dans un resto japonais, elles viennent pas d'ici, elles viennent de l'origine européenne. Mais rassurez-moi, je vous apprends rien là quand même. Bon, en tout cas, les dry, c'est une belle nouveauté qui va marquer le début de la diversité dans les bières japonaises. Elles vont être suivies par ce qu'on appelle les haposhu, puis les shinjanru, qui veut dire nouveau genre, et bien évidemment les craft, avec des recettes incroyables ou complètement pétées. On verra tout ça dans la deuxième partie de la vidéo, notamment avec les nomikai, c'est des espèces d'apéros professionnels qui finissent généralement comme ça. Alors pensez à vous abonner, à la prochaine, force et houblon!